Ces 5 dernières années, j'ai créé plus de 500 vidéos pour moi et mes clients. J'ai accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs en one-to-one à développer leur audience sur YouTube. Des chaînes qui allaient de 1000 à 500 000 abonnés et des boîtes qui allaient de 50 000 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 principes que j'aurais aimé savoir avant pour gagner beaucoup de temps pour développer une audience sur YouTube. C'est parti! Le premier principe, c'est que tu grandis avec ton audience. Et c'est super de commencer à créer dans une niche. Ça, c'est généralement une bonne pratique qui est vraiment recommandée. Qu'est-ce que ça veut dire créer dans une niche? Ça veut dire parler d'un cercle de sujets assez restreint au départ et parler beaucoup de ces sujets-là pour fédérer une audience de gens qui sont vraiment intéressés par une thématique. Le fait de commencer vraiment dans une niche, ça permet de se faire un nom en fait et de créer une association entre la compétence en question et du coup nous. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait par exemple sur la thématique YouTube. En parlant que de YouTube encore et encore, tu deviens monsieur YouTube et donc quand quelqu'un a besoin de YouTube, on pense à toi. Et ça marche quelle que soit votre niche. Si vous aujourd'hui vous êtes dans le code informatique, vous pouvez parler uniquement d'un langage informatique par exemple et donc créer une association forte entre ce langage et votre nom. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes contraint à parler que de ça et que vous parlerez de ça toute votre vie, vous allez pouvoir élargir. Et en fait, même quand vous êtes niché dès le départ, vous pouvez tout à fait faire des pas de côté sur des thématiques connexes. Vous pouvez tout à fait ramener des éléments de votre personnalité, de vos passions dans les vidéos. Par exemple, on reprend l'exemple du code informatique et qu'à côté, vous avez une passion pour le monde du jeu vidéo, vous allez pouvoir faire des ponts entre le code informatique et votre passion pour le jeu vidéo, etc. Et en fait, ici, ce qui peut être intéressant, c'est de faire le parallèle avec la vraie vie et de voir dans votre entourage, quand vous avez un ami par exemple qui vous parle d'un sujet, s'il vous parle à 100% du temps que de ce sujet-là, toujours encore et encore, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de lui, ça va vous saouler. Et l'extrême inverse, c'est votre ami qui va vous dire qu'un jour il vous parle d'un truc, un jour d'un autre, un jour d'un autre. Un jour il est expert en sport, le lendemain il est expert en cinéma, le lendemain il est expert en que sais-je. En fait, du coup, ça décrédibilise sa compétence. Donc l'idée ici, c'est de dire que plus vous allez parler de trucs différents, plus vous allez diluer votre brand et donc plus vous allez diluer la perception de compétence sur votre sujet. Par contre, vous pouvez tout à fait 80% du temps parler de votre sujet et en fait insuffler 20% du temps vos passions, vos convictions, vos bizarreries qui vous rendent le truc unique. Et quand je disais vous grandissez avec votre audience et on grandit avec notre audience, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a commencé par une niche qu'on va être cloisonné toute notre vie à cette niche. En fait, on commence par aller dominer la première colline et une fois qu'on y est, on peut attaquer la montagne un peu plus grande et élargir. Le piège ici, c'est de dire de partir broad, donc de taper large dès le départ, parce que ça va être hyper compliqué de fédérer une audience très large dès le départ pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va être en compétition avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont des pôles contenu très puissants. On va être en compétition, si on tape une audience mainstream, avec tous les youtubeurs. On va être en compétition avec Fortnite, avec Netflix, avec des players beaucoup plus puissants que nous. Alors que quand on commence dans une petite niche, finalement, vu qu'on parle d'un truc très précis, sur lequel on a une expérience très précise, en fait, on a du contenu différenciant à donner. On n'entre pas en compétition avec tous les autres acteurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut les reins solides pour backer du contenu mainstream. Soit il va falloir des preuves immenses. Si vous êtes expert en plomberie et que vous dites voilà, j'ai réparé 500 chiottes et voilà comment je répare des chiottes, c'est factuel, vous avez des preuves, etc. Si maintenant vous dites je vais vous apprendre comment vivre une meilleure vie, développement personnel, un truc méga large, en fait, la question qui va se poser, c'est mais qui t'es pour m'apprendre à vivre une meilleure vie? En quoi tu es légitime? Et à moins que vous ayez des fortes preuves, du style j'ai monté des boîtes qui valent 100 millions, je suis champion olympique de je sais pas quoi ou équivalent, en fait, ça va être dur de tenir votre discours et d'être légitime pour le tenir. Et donc ça va se sentir pour votre audience. Et donc c'est pour ça que commencer trop mainstream, en fait, c'est un peu commencer par la cour des grands, commencer par le boss de fin. C'est rarement une bonne idée. On passe les niveaux les uns après les autres, on part d'une niche, on domine la colline et on pourra grandir plus tard. Moi, j'ai commencé par YouTube. Ça ne m'empêche pas de plus tard parler de branding en général, de marketing en général, et puis peut-être plus tard de parler carrément de développement personnel en général. En tout cas, c'est étape par étape. Et le tout, c'est d'être intentionnel dans sa brand, parce que si vous faites un peu au hasard, vous risquez de faire des choix un peu random qui finalement ne vont pas être pérennes. Parce que si vous n'avez pas de modèle économique en plus pour
pour rendre le truc maintenable, bah, ça va être naze. Ça, c'était le premier principe. On passe tout de suite au second principe. Crée une audience que t'aimes. Ça, c'est un concept exceptionnel qu'on a tendance à sous-estimer, auquel on ne va pas toujours penser. En fait, quand on voit notre audience, on a tendance juste à penser aux chiffres, au nombre d'abonnés, etc. et à dire bah, mon audience, c'est les inconnus qui me suivent. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que notre audience, elle est aussi composée de tous les gens qui nous connaissent. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un réseau de gens qui vous connaissent déjà, d'entrepreneurs, etc. C'est des gens qui vous connaissent, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas tous les aspects de votre personnalité, ils ne connaissent pas toute votre valeur, ils ne savent pas exactement ce que vous faites. Et des gens que vous rencontrez dans la vraie vie, même que vous croisez dans votre réseau, des entrepreneurs ou autres, ben en fait, ils font partie quelque part de votre audience et vos contenus, ils leur parlent à eux aussi. Et ça, c'est un truc qu'on sous-estime. On a dans notre audience potentiellement des gens super intéressants et dans notre réseau des gens qui n'en savent pas tant que ça sur nous. Si vous aimez fondamentalement les personnes à qui vous parlez, si ça vous inspire de leur parler, vos contenus ils seront beaucoup plus, beaucoup plus énergiques et ça se sentira en fait, sur un alignement entre l'intention et la production, enfin ce sera mieux. Je vais vous donner un exemple. Moi j'ai la chance d'avoir une petite audience de gens très très smart. Donc généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai des gens qui prennent des calls avec moi pour avoir des feedbacks sur leur stratégie YouTube par exemple. Et je me faisais la remarque le jour que j'ai vraiment la chance d'avoir une audience de gens trop stylés et trop smart. Exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un rendez-vous avec un ancien militaire qui dirigeait 600 personnes, qui après a eu un parcours entrepreneurial super intéressant. J'ai eu parmi mes clients ou des gens qui regardent les vidéos, des entrepreneurs qui ont des boîtes, qui font des millions, qui ont de l'ambition, qui font des trucs vraiment super inspirants. Et en fait, on oublie que derrière les vues, toutes les vues ne se valent pas et qu'en fait, on a potentiellement des gens super intéressants et inspirants qui regardent notre travail et qui nous donnent leur précieuse attention. Leur attention, elles vont de l'or, ils auraient pu la donner à n'importe qui d'autre et ils décident de passer le temps de regarder les vidéos. Donc déjà, merci à vous de passer ce temps ici ensemble, j'apprécie sincèrement. Et vraiment, en fait, rappelons-nous, mais ça on va en parler, je crois, on va en parler dans un autre principe qui va être un peu la continuité de celui-là, mais en plus hardcore, c'est qu'on a une petite audience de qualité, ça n'a vraiment pas de prix. Et en fait, bon, on va le traiter le sujet tout de suite. L'attention de tout le monde n'a pas la même valeur. Donc, en fait, on va prendre un exemple simple. Donc là, troisième principe, l'attention de tout le monde n'a pas la même valeur. Vous voyez, quand vous allez dans un événement, par exemple, vous allez avoir un speaker, vous allez avoir des VIP et puis vous allez avoir le public qui écoute. Si vous voulez aller parler au mec qui vient de faire son talk, que c'est quelqu'un qui vous inspire, vous voulez aller lui parler. Bah lui, à ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est au centre de l'attention de tout le monde, il a parlé, tout le monde le met un peu sur un piédestal. Et donc vous, si vous voulez aller lui parler, vous allez avoir une fenêtre de 15 secondes pour gagner son attention. Et vraiment, il va décrocher en 15 secondes. Si ce que vous dites, si ce que vous dites ne hook pas son attention en 15 secondes, bah en fait, c'est loupé. Il va dire désolé, je dois partir et voilà. Parce qu'il est extrêmement sollicité et parce que son temps a beaucoup de valeur. À l'inverse, si vous allez parler à n'importe qui au fond de la salle qui est venu comme ça et qui s'ennuie, bah, lui, son attention a moins de valeur parce qu'il est moins sollicité et donc bah, forcément, ça va être plus facile d'engager une conversation et d'avoir une conversation longue avec cette personne. Et ça se traduit maintenant au monde digital. Je vais vous donner deux exemples pour l'organique et la pub. Pour la pub, si vous avez déjà fait des pubs, vous savez que pour booker des calls, mais en fait, vous ne payez pas le même prix selon la qualité des calls que vous allez avoir. Donc ça veut dire que littéralement, certains calls valent 30 € et d'autres calls valent 500 €. Là, le signal qui est renvoyé par les algorithmes, c'est l'attention de cette personne-là, ça vaut 30 balles. Pour 30 balles, je peux te l'avoir. Par contre, l'attention de cette personne-là, c'est 500 balles. Et en fait, c'est assez logique quand on y pense. Et c'est là où ça va être un peu rude ce que je vais dire. Mais capter l'attention d'adolescents qui sont accros à la play et qui font rien de leur life, ça va être plus facile et moins cher si vous voulez faire des pubs pour les capter que si vous voulez capter l'attention de PDG du CAC 40. Et là, il va falloir payer des milliers d'euros. Et en fait, ça veut dire que l'attention des uns a plus de valeur que l'attention des autres. Tout jugement moral mis à part. C'est ça qui est un peu croustillant et qu'on oublie, c'est que c'est exactement pareil sur YouTube en fait. L'attention des gens n'a pas la même valeur selon les gens qui vous regardent.
Si vous parlez au mass market, mainstream, etc., en fait, vous avez peut-être plein de gens qui sont juste là en train de scroll depuis 3 heures, qui se font chier ou qui se font chier dans leur taf et qui sont en train de binge des vidéos. Et leur attention à eux, elle est plus, on va dire, elle n'est pas plus facile à capter parce que justement, ils peuvent être un peu matrixés du cerveau. Mais j'essaie d'analyser ça en tendance, hein, sans mettre de jugement personnel sur les gens. Leur attention a moins de valeur dans le sens où finalement, ils vont peut-être moins être dans le passage à action, ils vont avoir moins de pouvoir d'achat, ils vont avoir moins de levier sur leurs efforts et donc leur attention a moins de valeur. Enfin, d'un point de vue vraiment monétaire. Et c'est pareil du coup pour le cas inverse, si vous avez un entrepreneur qui a une boîte qui fait des millions, etc., qui a énormément de réseaux, qui prend un rendez-vous avec vous et qui vous accorde entre guillemets 30 minutes, ça a beaucoup plus de valeur. Et ce que je veux dire par là, le point final de tout ça, c'est de dire ne nous focalisons pas trop sur le nombre de vues parce que ça peut nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Si on va commencer à faire des vidéos qui font 20 000, 30 000, 50 000 vues en se disant qu'elles sont mieux que nos vidéos qui font 2 000 vues, mais peut-être qu'on est en train de se faire fausse route totale. Parce que en fait, si 50 000 vues de gens random, on n'arrive à rien en faire et finalement ça mène nulle part, c'est peut-être beaucoup moins bien que 2000 personnes bien ciblées, des entrepreneurs, des gens qui sont dans notre scope. Maintenant qu'on a un petit peu tiré les bastos, on va passer au 4e principe. When everybody zigs, you zag. Et ça vient du livre Zag de Marty Neumayer, qui est juste là. Voilà. Hop, ça vient du livre Zag. Le concept, c'est en fait de dire que ce sont les gens singuliers qui sortent du lot. Quand tout le monde zig, vous faites zag, vous faites l'inverse. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne pratique globale sur YouTube, c'est plutôt une notion de tendance de marché. Qu'est-ce que fait le marché? Quelles sont les vidéos que font tout le monde? Quelles sont les vidéos que font tous les clones de l'entrepreneuriat, entre guillemets, comme on en avait parlé dans une autre vidéo? Et est-ce que vous pourriez faire l'inverse? Je vais vous donner des exemples concrets dans le monde de la pop culture. Dans le monde du rap, c'était très street, gang, armes, muscles, filles. Ça, c'était un peu le branding du rappeur type. Et là, il y a SCH qui est arrivé de nulle part avec un branding de mafieux italien, costume, cheveux, barbe taillée, etc. Et là, c'est tout de suite sorti du lot et il a fait un carton. C'est exactement pareil quand Orelsan a débuté. Lui, en fait, c'était, tu vois, la guerre de l'ego dans le game du rap. Et lui, il arrivait en mode, je vous parle de ma vie de la loose en province, etc. Et dans son doc, justement, on voit l'analyse des autres rappeurs par rapport à l'arrivée d'Orelsan et ils expliquent qu'on n'avait jamais vu ça, personne faisait ça. Et ça, c'est du coup des gens qui sont totalement sortis du lot et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est exactement la même idée que ce qui est défendu dans le livre The Purple Co de Seth Godin, l'ancien directeur marketing de Yahoo, qui est une brute de branding. Globalement, l'idée, elle est assez simple, c'est de dire s'il y a des vaches dans un pré et qu'il y a une vache violette, on ne voit qu'elle. Voilà. Comment est-ce que nous, on peut être aussi la vache violette, entre guillemets, de notre pré? Pour ce faire, en fait, il y a une idée moi, que je trouve assez intéressante, c'est de se dire qu'on est hyper influençable par nos entourages. Et je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai fait une grande école d'ingénieur, donc j'étais à Centrale Supélec et j'étais en alternance en entreprise. Et je me suis aperçu que quand je traînais avec les gens à l'école d'ingénieur, ou surtout quand je traînais avec les gens au bureau, j'étais en cabinet de conseil, et naturellement, ça a influencé mes décisions et ça a influencé un petit peu ma vision de carrière. Naturellement, ça me donnait envie de faire comme tout le monde autour. Je ne sais pas pourquoi, mais naturellement, ça devenait pour moi un objectif de passer senior consultant, puis machin, jusqu'à ce que je me dise, mais attends, c'est pas mon objectif. En fait, je suis dans une tribu sociale, c'est comme un fleuve qui avance et qui me tire avec lui pour le meilleur comme pour le pire. Sauf que si je suis dans le mauvais fleuve qui ne va pas à l'endroit où je veux, ça va m'emmener dans un endroit random. C'est exactement pareil pour la création de contenu. Plus on va regarder, à la seconde où on commence à regarder ce que font les autres, on s'aliène un petit peu, on perd un peu notre saveur à nous. Alors ça ne veut pas dire que copier c'est mal, et on va en parler juste après, mais ça veut juste dire que parfois, c'est bien aussi, je pense, de réussir à se déconnecter totalement de ce que font les autres et à juste creuser en nous, s'enfermer, produire, et on va tracer notre chemin. C'est un peu la voie sans trace de pas, mais finalement, c'est là où on va trouver quelque chose d'unique que les autres ne font pas. Je vais vous donner un autre exemple, c'est McFly et Carlito. Eux, au départ, ils étaient chez Golden Moustache et ils faisaient des vidéos un peu voilà, comme le collectif, ils étaient dans l'énergie du groupe. Et un jour, ils ont lancé leur chaîne perso, c'était en 2017. Et d'ailleurs, je regardais leurs vidéos en même temps que je révisais mes cours pour les concours d'école d'ingénieur. Et en fait, ils ont lancé une chaîne vraiment à leur image où c'était freestyle total. Ils étaient dans leur bureau, ils se faisaient des vidéos un peu en mode, ils se faisaient des challenges, des trucs. Et c'était vraiment tourné sur l'absurde
et des mises en situation où justement il faisait semblant qu'il commençait à s'embrouiller pendant qu'il faisait la vidéo. Donc je me souviens d'une vidéo en particulier où il faisait les 10 challenges YouTube et où il faisait des petits challenges à la con, genre tu te mets une tarte à la crème qui te tape dans la gueule et des trucs comme ça. Et au fur et à mesure de la vidéo, on s'apercevait qu'il y en a un qu'il y avait McFly qui faisait faire des challenges horribles à Carlito et puis c'était de plus en plus horrible. Et au bout d'un moment, il s'embrouillait et on comprenait qu'en fait, l'histoire c'était que Carlito s'était tapé à la femme de McFly et que du coup lui il avait du ressentiment et que voilà, c'était un règlement de compte en public et il faisait semblant après de se foutre sur la gueule. Bref, tout ça c'est pour dire que ça c'était leur patte à eux, leur comique de situation, d'absurde et compagnie, et ils n'auraient jamais pu le faire s'ils étaient restés à Golden Moustache dans le flow à faire comme tout le monde en fait. Ils auraient pu, en restant à Golden Moustache, faire du niveau Golden Moustache, mais ils n'auraient jamais créé leur catégorie of one à eux, ils n'auraient jamais créé leur propre vague en fait. Donc c'est soit on surfe la vague, soit on devient le bateau qui crée la vague. Voilà. Maintenant, on va mettre un peu de nuance là-dessus, parce que là je suis en train de dire que finalement il faut suivre sa singularité à 100%, etc. Et oui, c'est génial. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui suivent leur singularité et qui font des trucs qui ne marchent pas. Il y a aussi un star system dans le monde artistique où il y a 1% des gens qui raflent 99% du marché. Et ça, il faut en avoir conscience. Et copier, ça restera quand même toujours le meilleur moyen de se mettre le pied à l'étrier. Et ça peut aussi être très efficace pour avoir des résultats. Et ça, c'est un truc que peut-être qu'on sous-estime un petit peu. Copier quelque chose qui marche, c'est capitaliser sur toute l'étude de marché, toutes les itérations et les tests qu'a fait le marché pour nous. Donc si demain, vous copiez par exemple les grands entrepreneurs qui poncent le contenu, mais en fait vous allez repartir de schémas qui marchent. Et si vous êtes le 10 millième à copier, bon bah, peut-être que ça ne va plus marcher parce que ça a été saturé, mais si vous copiez alors que ça n'a pas encore été trop pensé, bah, ça a très bien marché. Et il y a des exemples en France, par exemple il y a la chaîne de Louis qui fait un peu du dev perso et tout. Donc moi je ne suis pas forcément dans la cible, mais par contre j'ai vu sa chaîne monter et en fait il avait, je me souviens, je crois 3-4 000 abonnés il y a un an, donc quand moi j'avais autant. Et là il a peut-être 90 000 un an plus tard. Et en fait il a juste fait des copy-paste entre guillemets, mais ça a été très bien exécuté, hein, mais de ce qui marche aux US. Et finalement, ça a très bien marché pour lui. La limite, je dirais, de la copie, c'est qu'en fait, ça marche pour avoir les résultats. Ça permettra aussi de gagner un tas d'oseille, probablement, si vous copiez des gens du Make Money et compagnie et que vous avez le même genre d'offre. Par contre, si votre intention, c'était de créer une marque unique, d'avoir un vrai impact, de passer votre message à vous, et c'était au-delà d'une intention financière, vous allez probablement être déçu en copiant. La question, c'est si là, on vous donnait 10 millions d'euros, bah, comment vous vous sentiriez? Est-ce que vous feriez quand même ce genre de contenu? Si la réponse est non, ça veut dire que ces contenus-là, ils vont vous permettre de satisfaire peut-être votre valeur performance argent, mais ça ne vous remplira pas forcément plus. Et si ce que vous vouliez, c'était créer une marque unique, un lien unique avec votre audience, ça va atteindre ses limites. Copier, ça va permettre de faire le 0 à 1, ça va permettre d'aller assez haut, mais copier, ça ne permettra jamais de créer une patte unique et ça ne permettra jamais de devenir le numéro 1 en fait. Donc, c'est aussi ça le deal que vous faites en copiant. Enfin, quand je dis vous faites, mais je m'inclus dedans. Là, ma posture, c'est juste je vous partage mes apprentissages, etc. Ce que j'essaie d'appliquer. Parfois, je le dis autant pour moi que pour vous. Et voilà. 5e principe, n'aie pas peur de te répéter. Et je le dis encore une fois, autant pour moi que pour vous. À chaque répétition, tu sculptes tes idées. On a peur de se répéter parce qu'on a l'impression d'être un peu le centre du monde et que les gens vont se dire « mais ça, il l'a déjà dit dans une autre vidéo ». La réalité, c'est que déjà, personne ne regarde toutes nos vidéos, pour commencer. Deuxièmement, les gens aiment bien qu'on leur répète les trucs et nous-mêmes, on aime bien se faire répéter les choses. Troisièmement, il y a une notion de timing. Peut-être que j'ai entendu quelque chose, ça n'a pas tiqué, je le réentends 3 mois plus tard et en fait, j'ai vécu sur les 3 mois en question des expériences qui m'ont rendu prêt à accueillir ce conseil et à l'appliquer. Et quatrièmement, la répétition, c'est ça qui nous permet de devenir bon. À chaque répétition, on affine nos idées. À chaque répétition, on affine notre grille de lecture de notre expertise, de nos sujets, de notre spécialité. Et à chaque répétition, on devient meilleur pour exprimer l'idée. Donc, si on ne se répète pas, on s'interdit en fait de devenir bon finalement. Chaque répétition va sculpter notre base de contenu. Et on peut voir la répétition en fait comme de l'entraînement. Ça paraîtrait absurde pour un marathonien de dire j'ai déjà couru le marathon,
Donc en fait, j'ai pas le droit de le recourir parce que je l'ai déjà fait. Pour s'entraîner, on va devoir se répéter. Et la répétition, évidemment, je ne parle pas de refaire la même vidéo en boucle, je parle d'avoir des grandes idées qu'on est en train de cultiver et qu'on peut répéter sous toutes leurs formes. Un jour, on va la passer peut-être d'une manière plutôt inspirationnelle, avec une histoire. Un jour, on va la passer de manière vraiment actionnable, pragmatique. Un jour, on va la connecter à un grand exemple. Et en fait, à chaque nouveau contenu, on va étoffer notre éventail de manières de faire passer le message. Si on a des idées qui nous tiennent à cœur, on les répète et ça va super bien se passer. 6e principe, surf la vague. Tout est une question de momentum et c'est particulièrement vrai sur YouTube. Sur YouTube, on jette un peu des spaghettis sur le mur et on voit ce qui colle et ce qui retombe. L'idée, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va marcher en fait sur YouTube, on ne peut pas le savoir et la seule manière de le savoir, c'est de tester. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un format, une idée, une vidéo qui va tiquer, qui va marcher beaucoup plus que le reste. Et là, on sera peut-être sur une vague et il sera temps de la surfer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce momentum, on a ce feedback de marché, ça va être intéressant, je pense, de bourriner et de suivre, de surfer sur cette vague-là. Souvent, on peut être tenté d'être peut-être un peu trop timide sur nos efforts par rapport à ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si je voulais aller 10 fois plus vite sur ma chaîne YouTube ? Qu'est-ce que je serais prêt à faire? Est-ce que je serais prêt à m'engager à faire des vidéos toutes les semaines? Est-ce que je serais prêt à m'engager à faire 2 fois plus de vidéos toutes les semaines? Qu'est-ce que je serais prêt à faire pour me donner vraiment les moyens de marcher? Je vous donne un peu de backstory et un peu de contexte par rapport à ça. Moi, pendant longtemps, j'ai créé des vidéos sur YouTube et ça ne marchait pas du tout. J'ai lancé ma vidéo en 2019, ma chaîne. Je faisais des vidéos de magie à l'époque. Ça ne marchait pas du tout. C'était un peu bid sur bid et moi, j'étais un peu découragé. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que ça faisait 3 ans que j'avais ma chaîne, que ça ne marchait pas. Je me suis dit que j'étais banni par l'algorithme et compagnie. Puis je me suis dit, mais attends, je vais regarder un peu dans le rétroviseur. En réalité, j'avais pu poster peut-être que 20 vidéos ou 30 sur les 3 dernières années, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc là, je m'étais dit, en fait, si je veux que ça marche, je me donne les moyens de le faire. Ou alors, je ne le fais pas et c'est OK, et il n'y a aucun problème. Du coup, soyons clairs, en fait, je pense, sur nos intentions. Et parfois, on est peut-être un peu trop timide sur l'engagement qu'on prend. Alors, moi, ma conviction, c'est que soit on ne le fait pas, soit on le fait vraiment. Et le faire vraiment, pour moi, c'est aussi s'engager. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était de me dire, là, pendant 3 mois, je m'engage, une vidéo par semaine, je vais y mettre des efforts toutes les semaines et je vais travailler mon craft et améliorer le truc. Et en fait, à partir du moment où on devient intentionnel, forcément, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que c'est vrai aussi dans plein d'autres trucs, pas que sur YouTube. C'est vrai aussi en sport, dans plein de choses. Là, par exemple, moi, je démarre une prépa Ironman, donc il va falloir être très intentionnel parce que ça ne va pas se réussir par hasard. Et je pense que c'est pareil sur YouTube. Il n'y a pas de ligne d'arrivée claire sur YouTube. C'est quand même un vrai sujet de quelle est l'intention qu'on a envie d'y mettre. Et si ça vaut le coup pour vous de développer une audience sur YouTube, quel engagement vous pourriez prendre pour le faire. Et finalement, la contrainte crée la créativité aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que en me disant que je vais devoir créer 2 vidéos par semaine, je sais que je vais devoir être plus créatif et que cette contrainte va me forcer et va me pousser à créer plus. C'est un peu la loi de Parkinson. Si j'avais une vidéo à créer par mois, je créerais une vidéo par mois. Si j'en ai 2 à créer par semaine, je vais me démerder pour en créer 2 par semaine. Et il s'avère que les 2 par semaine, elles seront sans doute aussi bien, voire mieux que l'unique que j'aurais faite par mois, parce que c'est le truc de répétition. Le fameux machin des poteries où il y a 2 cours de poterie. Un où ils doivent faire la meilleure poterie en 100 jours et l'autre où ils doivent faire le plus de poteries possible en 100 jours. Et spoiler, à la fin, ceux qui devaient en faire le plus, ils font des meilleures poteries. Bon, truc classique, c'est pareil à mon avis pour YouTube. Donc le volume crée la qualité. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ces petits concepts. Et nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se laisser. Si vous voulez de l'aide pour clarifier votre strat YouTube, vous avez 2 possibilités. La première, c'est d'aller regarder d'autres tutos sur la chaîne. Il y a des vidéos beaucoup plus actionnables où on rentre dans le concret de comment on développe la strat. Là, on était plus sur des grands principes inspirationnels. Si vous voulez mon aide, vous prenez un call avec moi. Ça vous concerne si vous avez déjà un business, etc. et que vous voulez aller plus loin sur YouTube, que vous n'ayez pas de chaîne ou une chaîne et que vous voulez qu'on l'optimise. On fera le point sur votre situation, je vous donnerai de la clarté et on verra si on avance ensemble ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. On va se laisser sur une petite vue sur les montagnes qui fait plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao!